Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur le thème de se préparer au projet de restructuration. Donc, ce webinaire est proposé en commun par les cabinets Secafi et le cabinet d'avocats Atlante. Vous allez pouvoir, à travers le chat, réagir à ce webinaire et vous poser également différentes questions. Le support que nous allons vous présenter est un support qui sera à votre disposition sur le site internet à la suite de notre présentation. Pour le coup, la question qui peut se poser est de dire pourquoi ce webinaire maintenant. Pour le coup, effectivement, on sort d'une vague importante de restructuration qui a déjà eu lieu dans le cadre de la crise du Covid. Néanmoins, on peut craindre que, à l'avenir, à la suite notamment de l'obligation de remboursement des prêts garantis pour l'État, de nouvelles restructurations voient malheureusement le jour. Et donc, l'idée est de pouvoir anticiper de manière à pouvoir vous former et être prêt malheureusement si vous deviez être confronté à cette situation. Sachant que d'aucuns considèrent aujourd'hui que la période politique qui s'ouvre fera que le premier semestre 2022 ne sera pas forcément rempli en matière de restructuration. Nous allons être 3 intervenants ce matin donc, dans ce cadre. Evelyne Letniak, avocat. Voilà. Nicolas Etchek, donc consultant au sein du cabinet Secafi. Et moi-même, Luc Bérard de Malavas, donc également consultant au sein du cabinet Secafi. Deux mots de présentation de nos cabinets respectifs. Donc, le cabinet Secafi, qui fait partie du groupe Atlante, qui est le leader des cabinets de conseil auprès des représentants du personnel, c'est-à-dire que nous n'intervenons que pour les représentants du personnel dans différents axes fondateurs qui peuvent être le diagnostic et le conseil en matière économique, sociale et financière. Intervention également sur tout le champ de la conduite du changement, des mutations et des restructurations, et puis également dans le champ de la prévention des risques et de l'accompagnement à l'amélioration des conditions de travail, et en parallèle de tout ça, aussi dans le champ de la formation, donc avec différents bureaux qui couvrent toute la France et plusieurs centaines de consultants avec des compétences diverses et variées. En parallèle, donc le cabinet d'avocats Atlante. Alors, Atlante intervient également uniquement du côté des salariés, organisations syndicales et CSE. C'est un positionnement historique. Donc, bien évidemment, nous intervenons dans le cadre des restructurations, que cela soit en conseil ou en contentieux, mais également en accompagnement des salariés individuels, que cela soit ou non, d'ailleurs, dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou dans le cas d'un non-respect, par exemple, d'un accord de RCC, puisque j'ai un dossier qui vient de tomber sur ce point. De plus, nous faisons de la formation et nous avons de l'assistance juridique également. Et donc, il nous a semblé particulièrement pertinent d'organiser ce webinaire en commun de la même façon que nous allons vous proposer et nous créons une proposition de formation sur ces différents sujets de restructuration, donc en commun entre nos 2 cabinets, parce que ça nous semble être une plus-value pour vous accompagner au mieux que de vous proposer à la fois des compétences juridiques pointues d'avocats, tant dans les aspects de conseil que d'éventuels contentieux, que le cabinet Secafi, qui est à la fois un cabinet d'expertise comptable et un cabinet habilité sur tous les sujets santé, sécurité, conditions de travail. Donc cette articulation entre les deux est le meilleur moyen de pouvoir vous accompagner et vous former au mieux pour pouvoir réagir dans ce type de situation. Donc, pour attaquer, rentrer dans le vif du sujet, peut-être enlever le masque, rentrer dans le vif du sujet des différentes formes, des différents dispositifs de restructuration, puisque
notamment avec les ordonnances Macron, de nouvelles formes de restructuration ont vu le jour. Historiquement, existait le dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi et de plan de départ volontaire, donc qui existe depuis longtemps, et de nouvelles formes de restructuration ont vu le jour plus récemment. Donc, pour les balayer relativement rapidement, puisque là encore, l'objet de ce webinaire est de vous donner un certain nombre d'éléments sur comment se préparer au mieux sur les restructurations, mais évidemment, pour rentrer davantage dans le détail, un accompagnement et une formation plus approfondie est utile. Donc, le plan de sauvegarde de l'emploi est une procédure qui est relativement cadrée par le Code du travail, qui concerne les situations d'entreprise d'au moins 50 salariés et pour lesquels au moins 10 licenciements pour motifs économiques sont envisagés sur une période de 30 jours. Donc, ça entraîne une procédure à la fois d'information-consultation devant le CSE et de négociation possible sur les mesures sociales d'accompagnement avec un niveau de contrôle de la part de l'administration plus ou moins important selon qu'on aboutit à un accord majoritaire ou pas. Mais Evelyne y reviendra juste ensuite davantage dans le détail sur ces éléments de procédure. Et le plan de départ volontaire est une forme de PSE, mais sans départ contraint, donc uniquement sous la forme de départ volontaire. Donc le PSE avec licenciement comme le PDV uniquement avec des départs volontaires peut être mis en œuvre soit par accord collectif majoritaire, soit par simple document unilatéral. Et dans tous les cas, il y a information, consultation du CSE et avec un contrôle relativement approfondi de l'administration, donc la DRITS, anciennement la directe, qui joue un rôle fondamental dans la procédure. Les nouveaux dispositifs, eux, plus récents, c'est tout d'abord l'accord de rupture conventionnelle collective. Donc, on connaissait depuis longtemps les ruptures conventionnelles individuelles, donc négociées de gré à gré entre un salarié et l'employeur. Là, on est sur des ruptures conventionnelles, mais négociées dans un cadre collectif, donc qui nécessite la conclusion d'un accord collectif et qui, derrière, permettent des départs sur la base exclusivement du volontariat, puisqu'il faut à la fois un accord collectif signé entre les organisations syndicales et la direction, et par ailleurs, derrière, une rupture d'un commun accord signé entre la direction et le salarié, donc avec cette logique de double volontariat. Autre dispositif qui se rapproche de celui de la RCC, même s'il est moins connu, c'est celui de la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'on appelle désormais gestion de l'emploi et des parcours professionnels, GEPP, avec un dispositif de congé de mobilité. C'est-à-dire que la GPEC, historiquement, c'était organiser des parcours de formation de manière à faire des passerelles et de la mobilité interne à l'entreprise pour pouvoir amener les salariés des emplois en décroissance vers les emplois en croissance. Et donc, il y a désormais la possibilité de rajouter un volet de mobilité externe à ce dispositif de mobilité interne. Et donc, ce volet de mobilité externe se fait par le biais de ce qu'on appelle le congé de mobilité. Donc, là encore, on est sur du volontariat, uniquement sur du départ volontaire et donc avec le double volontariat de l'employeur et du salarié et exclusivement par le biais d'un accord collectif. Enfin, le dernier dispositif nouveau, mais très différent des autres, c'est que tous les dispositifs que je viens de balayer, les 4 dispositifs que je viens de balayer, ont pour vocation d'aboutir à la rupture du contrat de travail de manière volontaire ou contrainte, avec des suppressions de postes ou pas, mais en tout cas aboutissent à la rupture du contrat de travail. Là, pour le coup, le dernier dispositif est un dispositif très différent puisqu'il vise, en tout cas en théorie, à maintenir le contrat de travail, mais pour des entreprises qui seraient confrontées à la nécessité de gagner en compétitivité, on va dire, il y a la possibilité de cet accord collectif nouveau qui est quand même extrêmement dangereux. Là encore, on y reviendra, mais c'est un premier point d'alerte qui est
l'APC, l'accord de performance collective, qui est la possibilité, à travers un accord collectif, qui est de pouvoir avoir un accord collectif qui prime sur le contrat de travail. C'est-à-dire que normalement, l'employeur n'a aucun moyen de forcer un salarié à modifier son contrat de travail. Là, pour le coup, l'accord de performance collective, s'il est signé, s'il devient un accord majoritaire, permet d'avoir une incidence sur le contrat de travail sur 3 grands thèmes, qui est la question du temps de travail, qui est la question de la rémunération et qui est la question de la mobilité professionnelle, qu'elle soit d'ordre fonctionnel ou géographique. C'est-à-dire que dès lors qu'un tel accord est signé, l'employeur derrière peut faire la proposition au salarié de modifier son contrat de travail pour être en cohérence avec l'accord collectif. Et si le salarié refuse, il se retrouve potentiellement licencié, mais avec un licenciement qui n'est pas pour motif économique et qui est un licenciement individuel. Donc là, pour le coup, c'est une situation d'alerte particulière sur ce type de contrat qui peut être très dangereux, qui peut potentiellement justifier quand des entreprises sont au bord du gouffre, on va dire, mais en revanche qui n'aurait pas vocation à être mis en place pour gagner davantage de dividendes pour les employeurs, on va dire. Voilà pour quelques éléments sur ces différentes formes de restructuration, et y compris les 3 nouvelles formes de restructuration mises en place ou développées avec les ordonnances Macron. Alors, on le voit, effectivement, peut-être, on le voit, il y a différents dispositifs et donc qui auront chacun leur spécificité. Si on reprend dans l'ordre, en fait, de ce que vient vous présenter Luc, PDV, PSE, vous l'avez bien compris, maintenant c'est la même chose. Faites attention, nécessairement, un plan de départ volontaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'information, consultation, licenciement économique, là où auparavant il y avait une certaine ambiguïté et on considérait que c'était 2 choses distinctes. Aujourd'hui, c'est la même chose, si ce n'est que d'un côté, en PSE, j'ai des licenciements contraints, voire un peu de volontariat, et en PDV, je n'ai pas de licenciement contraint et je n'ai que des volontaires. En termes de procédure, c'est une procédure extrêmement encadrée par des délais depuis 2013, donc avec l'intervention du comité du CSE ou du CSEC à tous les stades de la procédure. Mais il y a également une possibilité d'intervention des organisations syndicales. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que depuis, et ça a été accentué par les ordonnances Macron, les organisations syndicales sont devenues prépondérantes, y compris dans la négociation de ce genre de dispositif, et y compris en matière de PSE, là où auparavant, en fait, il n'y avait que le comité d'entreprise 2013, il n'y avait que le comité d'entreprise jusqu'à 2017 qui intervenait. Donc, sur tous ces dispositifs, le point commun, c'est les organisations syndicales peuvent intervenir, voire doivent intervenir de façon unique pour mettre en place ce genre de dispositif. En matière de PDV, PSE, donc on a une procédure extrêmement encadrée par des délais avec une possibilité d'intervention d'un expert comptable qui interviendra, on y reviendra, sur les enjeux économiques, de compréhension de la motivation économique, puisque qui dit PSE dit qu'il faut qu'il y ait un motif économique, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur les autres dispositifs, qui interviendra donc sur les aspects motifs éco, qui interviendra sur l'aide à la négociation aussi des mesures sociales d'accompagnement dans le cadre du PSE. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on dit PSE, enfin, on devrait dire licenciement économique. Le PSE n'est qu'un morceau de la procédure, puisque avant le PSE, il y a bien le pourquoi, et le pourquoi, c'est le motif économique. Donc, possibilité de désignation d'un expert et intervention extrêmement lourde, enfin, qui s'est au cours de tout au long de la procédure d'information-consultation du comité de la DRETS ancienne directe, qui est en charge, premièrement, de vérifier la régularité de la procédure. Et dans ce cadre-là, le comité comme les organisations syndicales peuvent saisir la DRETS à différents moments de la procédure, notamment lorsqu'il y aurait un défaut d'information, et intervention également in fine lorsque j'ai soit un accord collectif, organisation syndicale, un accord majoritaire qui a été conclu, et donc dans ce cas-là, la DRETS doit intervenir pour valider ou pas cet accord,
Autant dire qu'aujourd'hui, peu de cas se sont présentés depuis quelques années de non-validation d'un accord PSE, ou s'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas eu d'accord, ou bien parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale, eh bien, la DRETS interviendra pour homologuer le PSE, qui aura fait l'objet de discussions. Mais on sait très bien aujourd'hui, effectivement, que même le CSE, dans le cadre des procédures, peut parfaitement chercher à négocier et doit chercher à négocier les mesures sociales d'accompagnement. Donc, intervention OS, oui, expert, oui, procédure extrêmement encadrée. En ce qui concerne la RCC, on est uniquement sur la base d'un accord collectif avec les organisations syndicales. Le CSE va être uniquement informé de l'ouverture d'une négociation sur une RCC, mais pas d'intervention directe sur le processus de négociation de la RCC. Bien évidemment que Nicolas pourra en reparler, une RCC peut également et souvent se traduire par des modifications d'organisation du travail, puisque de toute façon, il y a des ruptures de contrat de travail qui seront prononcées. Donc, dans ce cadre-là, bien évidemment que la question de l'organisation du travail, des nouvelles conditions de travail, voire de la prévention d'un certain nombre de risques, se posera. Mais au niveau de la négociation de la RCC, il n'y a pas de droit spécifique du CSE. De même, pas d'expert en tant que tel. Et nous n'avons pas de procédure puisqu'on est dans le cadre d'une négociation collective classique. APC, c'est entre les deux, en fait. On n'a pas de procédure en tant que telle. Il y a une information du CSE. Et point extrêmement important dont je m'aperçois effectivement que certains d'élus, que les élus ont oublié. Or, on voit quand même fleurir depuis 2020 et suite à la crise sanitaire un certain nombre d'APC. Le CSE, qui est informé de l'ouverture d'une négociation d'un accord de performance collective ou accord de fonctionnement de l'entreprise. Les deux termes, alors on a bien conservé le terme d'APC, mais attention, ça peut effectivement paraître beaucoup plus anodin pour les élus et les organisations syndicales, puisqu'on parle de fonctionnement de l'entreprise qui porte, on vous l'a dit, sur le temps de travail, qui peut porter sur le temps de travail, tous les éléments de rémunération et les enjeux de mobilité géographique ou fonctionnelle. Eh bien, dans le cadre d'un accord d'APC, le comité qui doit être informé de l'ouverture de cette négociation peut désigner un expert comptable qui sera certes financé à 80% par l'employeur et 20% par le CSE, mais à mon sens, intervention qui est totalement indispensable puisque la question va être notamment la suivante, à travers les mesures proposées par la direction d'un APC qui va conduire nécessairement à une réduction des acquis des salariés. Hein, si on fait un accord d'APC, c'est pour notamment diminuer la rémunération, supprimer un certain nombre de primes, toutes choses qui sont possibles aujourd'hui dans le cadre depuis la loi travail. Il va falloir aussi mesurer, quantifier, et l'expert comptable sera là pour vous aider à négocier après avoir, après avoir estimé les économies réalisées par l'entreprise dès lors, effectivement, qu'un accord d'APC serait envisagé. Accord d'APC dit accord majoritaire, encore une fois. Donc, à l'inverse, finalement, le seul dispositif réellement contraint, c'est le PSE, c'est le licenciement économique avec PSE, RCC soumis à la signature, APC soumis à la signature. Accord de GEPP, GEPC, également, on est sur un accord, une négociation classique. Il n'y a pas d'information consultation spécifique ou pas d'information même préalable du CSE. Négociation sans expert, mais rien ne vous empêche bien évidemment de trouver d'autres voies pour le faire. Je vous rappelle à cet égard que l'information consultation sur les orientations stratégiques porte à la fois sur les orientations stratégiques, mais également
sur les enjeux de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en rapport avec les orientations stratégiques, et que dans ce cadre-là, vous avez, à l'occasion de l'information-consultation récurrente, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire assister d'un expert, ce qui peut permettre aussi de vous qui pourra à ce moment-là vous assister en amont d'une éventuelle négociation d'un accord de GPP. Dans tous les cas, finalement, on a sur tous ces accords une validation de la DRETS, RCC, une validation. APC, on n'en a pas, on a simplement une information. Et GEPC, GEPP, nous n'avons pas de validation de la part de la DRETS. En fait, on s'aperçoit qu'a priori, la validation de la DRETS, c'est là quand il doit y avoir des ruptures de contrat. Dans tous ces cas de figure, tous ces dispositifs, vous avez la possibilité, il est toujours possible de négocier, donc là aussi parfois d'accords collectifs, voire du CSE, si je n'ai pas d'organisation syndicale, de négocier ce qu'on appelle un accord de méthode. Alors, qu'est-ce qu'est un accord de méthode? Un accord de méthode, je trouve que le terme utilisé est finalement assez parlant. C'est quelle méthodologie je mets en place conjointement entre direction et organisation syndicale, voire CSE, lorsque le CSE est informé et consulté, pour mener dans les meilleures conditions, et dans les meilleures conditions compris de loyauté et d'information, cette négociation. Donc, un accord de méthode peut ne serait-ce que dégager véritablement de plus grands espaces de négociation en jouant sur la question du temps, y compris en matière de licenciement économique. Je peux, via un accord de méthode, allonger les délais de procédure contraints qui sont fixés par le Code du travail, organiser différentes phases de consultation, avoir des moyens supplémentaires, et puis y compris articuler et peut-être définir plus particulièrement le rôle de l'expert, avec une capacité aussi d'intervention peut-être encore plus large que ce que lui donne la loi. Et si on prend l'exemple de la RCC, où je n'ai pas d'expert qui puisse être désigné hors un expert libre, pris en charge directement par le CSE, la conclusion, la négociation d'un accord de méthode peut parfaitement porter sur l'assistance aussi d'un expert comptable et ou d'un avocat qui vont être là pour vous aider à construire cette négociation et y compris à vous aider à faire des arbitrages sur les différentes mesures que pourraient prévoir ces accords. Et enfin, qu'il y ait des principes de fonctionnement clairement énoncés des deux côtés de la barre, je dirais, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ne serait-ce que la question de je transmets des questions, dans quel délai je dois avoir des réponses écrites, quels sont les thèmes, comment j'articule la négociation et quel est le calendrier d'une négociation d'APC, d'une négociation de RCC, sans que ça soit effectivement dans des délais extrêmement trop contraints qui mettrait la pression sur vous. Tous ces éléments-là, et tout autre d'ailleurs qui vous semblerait utile, y compris par exemple les enjeux de communication avec les salariés, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui, parce que sur un certain nombre de dispositifs, j'ai une possibilité également de référendum, eh bien, tous ces éléments-là, tous ces thèmes-là peuvent être prévus dans un accord de méthode. Alors, il est clair en revanche que ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas, Luc? Exactement. Et qu'il faut pousser la négociation, parce que pour négocier, il faut être deux. En revanche, vous avez effectivement un levier important qui est qu'en dehors du PSE, qui peut y compris se faire par document unilatéral, dans toutes les autres formes de restructuration, RCC, GPEC avec congé de mobilité ou APC, il n'y a pas de restructuration sans accord majoritaire. Et donc là, pour le coup, rien ne vous empêche, si votre employeur vous convie à ce type de négociation, qui est de mettre un préalable en disant pourquoi pas, mais avant de commencer à négocier le fond, on veut d'abord négocier les conditions de la négociation et donc parler d'un accord de méthode comme préalable. Et effectivement, dans cet accord de méthode, il y a plein de choses, comme Evelyne vient de vous l'indiquer. Mais on pourrait passer du temps. Hein. Plein d'accords de méthode sont possibles. Ensuite, effectivement, à chaque dispositif correspond un certain nombre d'impacts et d'impacts différents. Donc,
on a commencé à l'évoquer. Le premier élément est celui de la rupture du contrat de travail, puisque les 4 des 5 dispositifs qu'on a évoqués aboutissent à la rupture du contrat de travail. Donc, dans le cadre d'un PSE avec licenciement, ça peut être des départs contraints, donc des licenciements pour motif économique. Dans le cadre d'un PDV, on est dans ce cas-là dans la rupture d'un commun accord pour motif économique. Dans le cadre de la RCC ou de la GPEC avec congé mobilité, on est sur la rupture d'un commun accord, mais sans qu'il y ait de motif économique. Et dans le cadre de l'APC, dans l'hypothèse où le salarié refuse la modification de son contrat de travail pour être en cohérence avec l'accord collectif d'APC, on est sur un licenciement qui est un licenciement individuel. Pour cause réelle et sérieuse. D'accord? En fait, le législateur, en 2017, a inventé un nouveau mode de rupture. Ce n'est pas un licenciement économique, ce n'est pas un licenciement pour motif personnel, c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ou en quelque sorte, effectivement, pour refus d'application de l'APC à son contrat. Et chacun... Alors, il y a 2-3 particularités quand même sur la rupture de contrat. Licenciement pour motif économique, dont chacun malheureusement connaît. À noter que dans le cas d'un PDV, c'est-à-dire et Luc vient bien de le préciser, dans le cas d'un PDV, je ne suis pas nécessairement licencié, mais depuis quelques années, et là aussi cela a fleuri, les employeurs considèrent que si vous êtes volontaire au départ, donc que ce soit dans le cadre du PSE, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, eh bien, le contrat de travail est rompu d'un commun accord. En matière de licenciement pour motif économique, on parle même de rupture d'un commun accord pour motif économique. Je vous laisse apprécier la formule, puisque le motif est quand même du côté de l'employeur. Et en cas effectivement d'APC, on est sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse, donc quelque chose qui ne dit pas son nom. En tout cas, a priori, ce n'est pas du motif éco, ce n'est pas du motif perso, c'est lié à l'accord. On le voit que néanmoins, dans tous ces dispositifs, on ne parle plus finalement que de licenciement pour motif économique, strictement que dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique. La rupture d'un commun accord pour motif éco, ça n'existait pas il y a quelques années. La rupture pour cause réelle et sérieuse, ça n'existait pas il y a quelques années. La rupture conventionnelle collective, effectivement, on connaissait depuis 2008 la RCI, l'individuel, mais le législateur s'est dit en 2017, finalement, ça a bien fonctionné, donc autant le faire. On a des modes de rupture qui ne sont pas les mêmes suivant les dispositifs et qui, et c'est important, emportent des conséquences différentes. Conséquences que vous avez à vous exposer succinctement, Luc, et qu'il est important que vous maîtrisiez parce que derrière, c'est la question de la négociation des mesures sociales d'accompagnement, voire du refus d'un certain nombre de dispositifs qui peut se poser lorsque je connais toutes les conséquences d'une rupture conventionnelle collective pour les salariés individuellement. Une fois la négociation passée, la rupture conventionnelle collective se met en place. Et là, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. Lesquelles, Luc? Alors, mais qui peuvent être rudes et qui peuvent se retourner, y compris contre vous, si vous ne maîtrisez pas, malheureusement, ces dispositifs. Alors, effectivement, ça a un certain nombre d'incidences, notamment sur le sujet de la préservation du pouvoir d'achat. Juste tout petit retour en arrière, la différence entre le fait qu'on soit sur un licenciement pour motif économique ou sur une rupture d'un commun accord. Il n'y a pas de contestation possible, devant les conseils des prud'hommes en ce qui concerne le motif. Donc, et d'ailleurs, la RCC a-t-elle un motif économique? Et non. Non. L'APC a-t-il un motif éco? Bien évidemment que non, puisqu'on est sur le fonctionnement de l'entreprise. En revanche, il doit y avoir une nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise avec la question de comment les juges s'en empareront. Voilà. Je suis d'accord, on ne sait pas encore. Donc effectivement, l'absence de contestation est fondamentale. Et c'est comme l'accord. Lorsque j'ai un accord en matière de PSE, l'employeur ne cherche que ça, un accord. Parce que ça veut dire effectivement que dans ce cas-là, la DRETS
aura un contrôle extrêmement restreint sur les mesures sociales d'accompagnement puisqu'il y aura un accord. Et donc, ce dont il faut se souvenir, c'est que véritablement, l'accord est prioritairement recherché par les directions d'entreprise. Et donc, c'est un levier important dans le cadre de la négociation quand on est sur une situation de PSE ou de PDV. Et donc, on évoquait tout à l'heure que hors PSE, PDV, il y avait ce levier fondamental qui était celui de la négociation parce que hors accord collectif, il n'y a pas ces différents dispositifs possibles. Dans la situation du PSE et du PDV, le levier de la négociation est également très fort vis-à-vis du niveau de contrôle qui est celui de l'administration, puisque le contrôle de l'administration sera plus important en l'absence d'accord collectif. Et donc, le risque, évidemment, le risque de refus sera aussi plus important, d'où le fait que quasi systématiquement, dans des procédures de PSE ou de PDV, les directions ouvrent la négociation dès lors qu'il y a des organisations syndicales dans l'entreprise, puisque la négociation ne peut se faire qu'avec les délégués syndicaux dans ce cadre-là. Alors, sur les différents impacts aussi des différents dispositifs, c'est celui donc du pouvoir d'achat, puisque selon les types de rupture de contrat de travail, le salarié bascule ou pas directement à Pôle emploi s'il n'a pas immédiatement une solution d'emploi. Donc, dans le cadre du licenciement pour motif économique dans les entreprises et groupes de plus de 1000 salariés, il y a ce qu'on appelle le congé de reclassement, qui est une période pendant laquelle le salarié continue à être indemnisé par l'entreprise pour réaliser son projet professionnel. Dans les entreprises de moins de 1000, dans les entreprises de moins de 1000 salariés, il y a le contrat de sécurisation professionnelle, donc il y a basculement directement à Pôle emploi et sans période de carence, c'est-à-dire sans période non indemnisée. C'est important ça. Qui est un élément fondamental, hein, parce que on n'a pas forcément en tête le sujet de la période de carence, c'est-à-dire quand on bascule à Pôle emploi, il peut y avoir une période pendant laquelle on n'est pas indemnisé, qui selon les différents dispositifs peut être de plusieurs mois. Voilà, donc là, c'est vraiment, bon, je ne rentre pas dans le détail sur le mode de calcul de ces différentes périodes de carence qui dépendent à la fois du dispositif et du niveau de l'indemnité qu'on appelle supralégale, donc au-delà de ce que la loi impose, mais pour le coup, classiquement, quand il y a période de carence, donc en dehors du cas où il y a le passage par le contrat de sécurisation professionnelle, cette période de carence au moment où on bascule chez Pôle emploi est classiquement automatiquement de 7 jours, plus l'équivalent de l'indemnité compensatrice de congé payé, c'est-à-dire ce qui a été touché en congé payé sans avoir été pris, et puis l'indemnité supralégale retraduite en nombre de jours, et sur ce troisième sous-délai, c'est plafonné à 75 jours quand on est sur du licenciement pour motif économique, et quand on est dans les autres cas de figure, donc hors licenciement pour motif économique, ou rupture d'un commun accord pour motif économique, dans ce cas-là, ça bascule à 150 jours. Donc, vous voyez bien que, grosso modo, le salarié peut quasiment, dans certains cas, se retrouver près de 6 mois sans indemnisation, une fois qu'il bascule à Pôle emploi. Donc, là encore, le dispositif est loin d'être neutre et il y a de vraies différences entre les dispositifs sur ces aspects de carence au chômage, de SAS avant de basculer au chômage, et puis il y a aussi des différences sur la question de la fiscalité des indemnités de rupture. Et la surprise intervient souvent d'ailleurs en matière de RCC. Parce que RCC, ce n'est pas un licenciement pour motif économique. Hein, le délai de carence de 150 jours pour les sommes au-delà de l'indemnité de licenciement, c'est le principe. L'exception, c'est les 75 jours de licenciement pour motif économique. Donc, une RCC, ce n'est pas un motif économique. Donc, c'est 150 jours, plus effectivement les CP et d'autres, plus les 7 jours, etc. Donc, ça peut conduire effectivement à 6 à 7 mois éventuellement de non-prise en charge, avant d'être prise en charge par Pôle emploi. Donc, ces éléments-là sont importants pour négocier, et y compris, effectivement, comme disait Luc, pour choisir ou pour refuser, en fait, un mécanisme qui ne conviendrait pas aux salariés, compte tenu des particularités aussi des salariés. Tout à fait. Alors, je vous propose de passer à la suite, et qui est l'enjeu à travers les différentes formes de restructuration, et quelles qu'elles soient, qui est de traiter tous les sujets qui vont des choix stratégiques, de la situation économique, financière de l'entreprise, mais aussi des choix organisationnels et des impacts sur la santé, la sécurité, les conditions de travail, puis les questions des mesures sociales. C'est-à-dire que
classiquement, le risque est de se focaliser sur les mesures sociales et de dire concrètement combien le chèque pour partir. Attention, attention. Pour pouvoir essayer d'influer sur le choix de l'employeur, il est important de ne pas prendre les choses dans ce sens-là et de les prendre d'abord à travers, premièrement, le fait de réaliser un diagnostic complet de la situation de l'entreprise pour savoir quelle est cette réalité de l'entreprise, quelles sont ses contraintes, quels sont ses besoins d'organiser et de réaliser une restructuration. Et donc, pour faire cela, il est important de pouvoir aussi vous appuyer sur des expertises que vous avez la possibilité de demander en tant que CSE. Je le rappelle, normalement, à défaut d'accord particulier, tous les ans, tous les CSE d'entreprises d'au moins 50 salariés sont consultés à la fois sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, et sur les orientations stratégiques. À ces occasions-là, vous pouvez désigner un expert qui vous permettra d'avoir une vision de ce diagnostic de l'entreprise et de potentiellement, entre guillemets, pouvoir prendre un coup d'avance. Parce que la difficulté, c'est quand un employeur décide de déclencher une procédure de restructuration, lui, ça fait des semaines ou des mois qu'il travaille dessus, y compris avec un certain nombre de conseils externes. Et vous, ça vous tombe dessus du jour au lendemain et c'est quand même un vrai choc. D'où l'importance réellement de pouvoir vous appuyer sur des experts pour ce diagnostic, y compris en amont même de l'annonce de la restructuration, parce que plus vous êtes tôt dans le sujet de ce diagnostic, plus vous avez la possibilité, y compris d'influer et de pouvoir bouger les lignes dans le cadre de ce projet. Donc, et puis, c'est un levier. C'est un levier extrêmement important parce que Luc venait d'évoquer la question du chèque. Attention, le chèque ou la supralégale ne constitue pas une obligation légale. Donc, il faut construire le sujet, avoir des arguments pour aller pour pouvoir mieux négocier et obtenir surtout une supraconventionnelle ou une supralégale, le chèque. Et les arguments économiques, le diagnostic économique et la mise en évidence effectivement d'un certain nombre de faiblesses dans le document et dans l'argumentaire économique présenté par la direction sont autant de leviers pour justement négocier cette supra, les mesures sociales d'accompagnement et la supra. Exactement. Autre élément important, c'est celui de se préoccuper dans une restructuration à la fois des salariés qui partent, ça c'est assez naturel, mais aussi des salariés qui restent. Parce que à la suite d'une restructuration, sauf cas rare, heureusement, de fermeture complète de l'entreprise, il reste des salariés après. Et donc, il est fondamental, à travers la procédure de restructuration et à travers la négociation, de se préoccuper à la fois des salariés qui partent et aussi des salariés qui restent. Donc, on a essayé de le représenter sous un petit schéma qui est à la page suivante qui va arriver, qui est tout d'abord s'assurer du bien fondé de l'argumentaire de l'entreprise. Donc ça, c'est la question du diagnostic et notamment économique. Donc tout ça, c'est le rôle des représentants du personnel. Deuxième élément, c'est réduire le coût social. Donc autant que possible, réduire le nombre de départs et en particulier de départs contraints. Troisième élément, c'est s'assurer que la restructuration permette un redressement et une pérennité de l'entreprise. Il y a des sacrifices qui sont faits, mais c'est évidemment exclusivement à la condition que ça permette d'aller mieux demain, que ce soit nécessaire et que ça permette d'aller mieux demain. Quatrième élément, c'est évidemment de s'assurer d'un traitement équitable des salariés, c'est-à-dire pas de ciblage, pas de discrimination. Voilà. Cinquième élément, c'est celui de permettre aux salariés qui sont amenés à quitter l'entreprise d'être le mieux accompagnés possible pour retrouver rapidement une solution adaptée à leur situation. Donc ça, c'est tout le champ de l'accompagnement au reclassement externe. On y reviendra un peu plus tard. Et puis pour finir, et c'est un élément véritablement fondamental, qui est de s'assurer de la santé et de la sécurité des salariés et notamment des salariés qui restent, puisque bien souvent la restructuration amène à ce qu'il y ait une réduction des effectifs, mais sans pour autant qu'il y ait une réduction de la charge de travail. Et donc ça veut dire plus de contraintes, des conditions de travail dégradées pour les salariés qui restent. Et donc c'est aussi un des volets fondamentaux qui est celui de l'analyse
et de sujets à traiter dans le cadre de la restructuration. Et je passe la parole à Nicolas. Nicolas, et chacun de ces thèmes, vous le voyez, en fait, peut-être tous les thèmes tous les thèmes peuvent être abordés, quel que soit le dispositif. Pas simplement que licenciement économique. Hein. Le terme de restructuration, nous l'avons entendu de façon très très large. Oui, tout à fait. Du coup, pour poursuivre effectivement sur ces éléments de compréhension. Nicolas, ton micro. Mais je l'ai activé. Allô? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, un petit souci technique. Non, tout le monde m'entend, sauf vous, en fait. Donc, je vais continuer, du coup, et essayer de vous raccrocher pour le coup, mais je pense que Luc et Evelyne, vous savez ce dont on va parler, bien évidemment. Donc, pour reprendre effectivement le fil de la discussion et des échanges, l'analyse des enjeux sur les conditions de travail et donc plus globalement l'analyse de la prévention des risques professionnels dans le cadre des éléments au quotidien de l'entreprise, tous et toutes sur ce webinaire, vous savez très bien que c'est des questions qui sont quotidiennes, notamment pour les membres du CSE, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Il ne faut pas oublier que ces éléments, ils persistent pour le coup dans le cadre d'une réorganisation. Ils persistent et ils peuvent être mis en exergue sur un certain nombre d'éléments. C'est pour ça qu'il faut qu'en tant que représentant des salariés, mais aussi dans le cadre des négociations potentielles ou probables d'accords de méthode, tels qu'on les a définis tout à l'heure avec Luc et Evelyne, c'est trouver la méthodologie nécessaire pour traiter correctement de cet impact, de ces enjeux potentiels sur les conditions de travail et donc de manière plus générale sur la prévention des risques professionnels des salariés qui partent, bien évidemment, parce qu'il va falloir les accompagner, et des salariés qui restent. Donc c'est important, c'est suffisamment important, vous allez le voir, pour que ce soit y compris pris en compte de manière un peu plus globale par le législateur et de manière appuyée. C'est important dans le cadre, encore une fois, d'une méthodologie qui est assez classique, mais qui va amener à essayer en fait de comprendre quelles sont les conditions de travail, je dirais, normatives avant la réorganisation. Comment est-ce que se fait la réorganisation dans le cadre, y compris d'une temporalité qui est plus ou moins différente, et vous verrez que sur des longues temporalités, des courtes temporalités, il y a aussi des impacts sur les conditions de travail des salariés. Je pense notamment aux risques psychosociaux qu'il va falloir là aussi évaluer. Il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et puis vous avez, Luc et Evelyne le disaient tout à l'heure, des effets indéniables sur la charge de travail qui va rester et qu'il va falloir assumer par le collectif qui va rester dans l'entreprise une fois que la réorganisation a été mise en œuvre. Donc c'est une réelle approche d'étude d'impact en allant encore une fois sur un vrai diagnostic de départ, une projection de quels seront les éléments du travail constitutif du travail une fois que la réorganisation sera passée. Et puis, vous l'avez bien compris, une conduite du changement un peu plus globale, un peu plus générale, qui doit prendre la mesure de l'impact des salariés qui s'en vont, mais aussi des salariés qui restent dans le cadre de cette réorganisation. Peut-être en fait, pour aller sur la slide suivante, ces éléments-là, ils sont effectivement extrêmement importants. Ils sont d'autant plus importants qu'on a un certain nombre d'actualités juridiques récentes qui montrent qu'ils vont devoir être encore plus pris en compte. Si ce n'était pas le cas en tout cas, il va falloir que les acteurs considèrent que ça devienne un automatisme pour deux raisons. Hein. La première raison, que vous avez le tribunal des conflits qui a tranché le 8 juin dernier pour bien identifier que les administrations, et notamment les DRITS, vont devoir contrôler les mesures de prévention des risques pour la santé et la sécurité des salariés, c'est-à-dire globalement, ils vont avoir un regard fin
sur l'analyse des organisations cibles de par la direction et surtout les impacts de ces organisations cibles par rapport aux ressources qui seront effectivement fléchées et identifiées, notamment les ressources restantes, pour voir quelles sont les mesures de prévention qui sont mises en œuvre pour, je vous rappelle, obligation de l'employeur, garantir la santé physique et mentale des salariés. Et puis le deuxième élément, et pas des moindres, et d'ailleurs je répondais sur un fil de messagerie tout à l'heure à l'un d'entre vous, c'est sur le renforcement de la prévention qui est inscrit dans le cadre de la loi du 2 août 2021, qui va être pleinement opérationnel globalement 1er avril, en fait c'est 31 mars 2022, et qui évoque notamment parce qu'il y a pas mal d'éléments à l'intérieur, mais qui évoque notamment l'obligation de l'information et de la consultation du CSE sur l'ensemble des mises à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, faut-il encore se poser la question de savoir quand est-ce qu'on met à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels? Le législateur est assez limpide sur le sujet. C'est au moins une fois par an. Et puis, c'est également quand il y a toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail. Et donc, dans ce cadre-là, il est évident que va se loger ces formes de réorganisation qui vont entraîner des modifications d'effectifs, des modifications d'organisation, des modifications des constitutifs du travail au quotidien des salariés. Donc, cette mise à jour, elle va devoir être mise en œuvre dans ce cadre-là. Et donc, le CSE sera informé et consulté sur ce sujet-là, ce qui donne, on va dire, là encore, un poids supplémentaire dans l'évaluation des risques professionnels dans le cadre, y compris de ces réorganisations. Pour passer à la slide suivante, alors, les réorganisations, c'est aussi le reclassement des salariés. Et là encore, le CSE va être sollicité, y compris dans le cadre de propositions de repositionnement ou de reclassement. On est plutôt sur la partie accompagnement social, mais qui est là aussi importante et qu'il va falloir traiter. C'est des sujets qui sont complexes, qui sont d'autant plus complexes que vous avez un certain nombre d'obligations, mais aussi d'enjeux qui vont inévitablement être conditionnés par un certain nombre de facteurs qui sont propres à chacune des structures et des entreprises dans lesquelles vous êtes salarié et représentant des salariés. Donc effectivement, l'entreprise, la population concernée, bien évidemment le territoire, mais aussi les sites impactés, et puis quel dispositif d'accompagnement, quel profil des salariés pour pouvoir, encore une fois, essayer de peser sur des mécanismes d'accompagnement, des méthodologies d'accompagnement, sur des dispositifs de reclassement interne ou externe qui permettent, encore une fois, d'accompagner le salarié au plus près de ses besoins et des opportunités du territoire. Également, traiter de cas particuliers qu'on n'a pas forcément évoqués maintenant, mais comme le disait, et je repasserai la main à Evelyne, mais comme le disaient Evelyne et Luc en préambule, y compris sur un certain nombre de défaillances d'entreprises au niveau des trésoreries, de la trésorerie, on peut se retrouver avec des situations très particulières. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Oui, Nicolas, j'aurais juste une question. Oui. Dans le cadre d'une RCC, on a dit qu'il n'y avait pas d'expert comptable. Oui. Néanmoins, est-ce qu'on peut avoir un expert habilité à la suite de la mise en place de la RCC? Alors, pour le coup, je vais peut-être te répondre. C'est sur la RCC stricto sensu, à défaut d'accord particulier prévu dans l'accord de méthode, il n'y en a pas. En revanche, bien souvent, l'accord de RCC donne lieu dans un deuxième temps à une réorganisation, à une restructuration avec donc un projet derrière de suppression de postes qui est, on peut l'estimer, un projet important impactant les conditions de travail et qui donc, à ce titre-là, donne lieu et à information, consultation du CSE et à droit à expertise dans ce cadre-là. La problématique, c'est que si l'accord de RCC a déjà été signé, les marges de négociation pour bouger quoi que ce soit et pour se préoccuper des conditions de travail des salariés qui restent
sont assez limités, voire proches de zéro. Donc, il faut intervenir en amont. D'où l'enjeu d'intervenir en amont et donc fondamentalement d'intégrer dans la question de l'accord de méthode l'articulation entre la négociation de la RCC et l'information consultation, de manière à, au moment où se fait la négociation sur la RCC, ne pas se contenter des mesures sociales de la RCC, mais aussi intégrer la problématique des conditions de travail, des salariés qui restent et de l'organisation. Pour peut-être en fait confirmer ce que dit Luc, et moi je suis un fervent supporter de, l'employeur fait inévitablement des analyses d'impact sur les coûts éventuellement en fait de la récupération d'un certain nombre de niveaux de marge, donc des retours sur investissement, sur une vision stratégique pour s'adapter au marché. Je pense que dans le cadre de ces réorganisations, quelle que soit la forme qu'elles prennent, il faut obligatoirement aussi mettre en place une étude d'impact sur les conditions de travail des salariés. Et donc, le faire en amont paraît inévitable, puisque, comme le disait Luc tout à l'heure, à la fin, c'est trop tard, puisque les dés sont jetés, les redimensionnements sont réalisés, et on va constater plutôt d'ailleurs des dégradations potentielles, ou pas, hein, parce qu'il peut aussi y avoir des services en fait, qui ne sont pas en tension, mais malheureusement, en fait, on arrive sur le terrain plutôt de la réparation si on arrive trop tard. Et je rappelle encore une fois que la loi du 2 août 2021 évoque de manière précise qu'elle souhaite que l'ensemble des acteurs du dialogue social en France passent d'un système curatif à un système préventif. Et donc, il faut aussi intégrer cette logique dans le cadre de ces réorganisations. C'est pour ça que anticiper vaut mieux que guérir. Alors, anticiper vaut mieux que guérir, sauf que parfois, effectivement, l'entreprise est placée dans une situation de difficulté financière, notamment de trésorerie importante, qui la place dans le cadre des procédures collectives qui sont portées devant le tribunal de commerce. Sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Juste une remarque sur les procédures collectives. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, relève du Code du travail et se situe dans des entreprises qui sont, dit-on, in boni. Lorsque je suis en procédure collective, redressement judiciaire notamment, eh bien, le Code de commerce et le Code du travail organisent des procédures spécifiques et qui sont relativement complexes parce que ça lie à la fois le Code de commerce et le Code du travail. En tout état de cause, ce genre de situation impose, à mon sens, que vous soyez assisté, parce que vraiment, il y a de nombreuses dérogations en fait au Code du travail et en même temps de nombreux enjeux. Sachez néanmoins, et les enjeux, ils sont notamment au niveau des décisions du tribunal de commerce. Sachez qu'en audience devant le tribunal de commerce, les élus du CSE sont systématiquement entendus et que leur parole, leur position, quant au choix que va faire un administrateur, quant à des licenciements économiques, quant au choix d'un repreneur, un nouvel actionnaire, eh bien, la voix des salariés est réellement prise en compte, outre la situation financière du repreneur éventuel. Et donc, cette assistance-là, elle passe nécessairement, à mon sens, par un expert qui va vous permettre d'analyser aussi les différents plans de reprise, éventuellement aux différentes solutions proposées par l'administrateur judiciaire, mais également par éventuellement un assistant juridique qui vous assiste, y compris en audience. Donc, point de vigilance sur les procédures collectives, vraiment particulière, tout ce qu'on vient, tout ce que vous pouvez, enfin, et vraiment les textes sont quand même rudes. Et pour le coup, faites-vous accompagner par des cabinets qui ont une vraie connaissance de ces spécificités, parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement pointu, et donc c'est le cas évidemment du cabinet Secafi, du fait de sa taille et d'être leader sur le marché, d'avoir des équipes spécifiques sur ces procédures collectives. C'est le cas du cabinet Atlante Avocat aussi, d'être au point sur toutes ces particularités. Oui, sans compter qu'un certain nombre d'ordonnances en 2020 sont également sorties sur les procédures collectives et des trucs un peu bizarres quand même. Voilà, donc ce point-là. Autre cas particulier
la recherche d'un repreneur dans le cadre de la loi Florange. Donc, c'est l'hypothèse où l'entreprise ou un établissement est fermé, donc il y a un licenciement pour motif économique, et en parallèle, la direction est dans l'obligation de rechercher un repreneur et dans l'obligation de communiquer un certain nombre d'informations, notamment sur le processus de recherche de repreneur, et puis potentiellement derrière sur l'audition, sur la qualité du repreneur qui serait pressenti. Toutes choses là aussi sur lesquelles vous pouvez, dans le cadre de la procédure d'information, consultation, licenciement économique, vous faire assister du même expert comptable que celui qui est intervenu dans l'analyse du motif économique et des mesures du PSE. Et là, on est sur une expertise, un choix d'expert par le CSE et un financement à 100% par l'entreprise. Comme pour le licenciement pour motif économique. Voilà. Dernier enjeu, obligation de revitalisation, même si je trouve à titre personnel qu'elle s'est un peu étiolée depuis 2 ans. Les textes imposent effectivement, lorsque j'ai un certain nombre de licenciements sur un bassin d'emploi, imposent à l'employeur de payer de façon par tête, en fonction du nombre de salariés concernés par licenciement, afin de favoriser la revitalisation du bassin d'emploi. Et c'est applicable aussi en théorie à la RCC, oui, mais pas aux autres dispositifs. Exactement. Cette revitalisation fait l'objet d'une convention avec le préfet, et convention dans laquelle, bien évidemment, je peux, en tant que CSE, organisation syndicale, m'immiscer afin d'assurer le paiement effectif de ces sommes et de vérifier aussi, de suivre les enjeux de revitalisation. Du coup, peut-être pour conclure, si on peut passer à la diapositive suivante, fort de ces constats qu'on vient de vous évoquer, en espérant avoir été, en tout cas, vous avoir convaincu que le sujet est complexe, multidimensionnel, il nous est apparu assez naturel de travailler ensemble avec CECAFI Atlante pour proposer une formation pour permettre d'anticiper au mieux l'ensemble de ces éléments, pour les prévoir, pour pouvoir peser sur un certain nombre de décisions, puisque, encore une fois, notre expérience nous montre que plus vous allez être en amont d'un certain nombre de décisions et plus vous allez avoir, in fine, une capacité à faire bouger un certain nombre de choses. Alors, des fois, on peut faire bouger beaucoup de choses, des fois, on peut faire bouger moins de choses, mais en tout cas, l'intérêt, c'est de pouvoir faire bouger un certain nombre de lignes, encore une fois, pour garantir l'intérêt permanent des salariés. Alors, on a voulu, du coup, proposer une formation qui est vraiment centrée sur l'expérience, c'est-à-dire que, globalement, les apprenants vont mettre en pratique un certain nombre d'éléments, travailler en sous-groupe, avoir des exercices pratico-pratiques qui sont en lien avec des situations réelles et vécues, en utilisant aussi des outils interactifs qui permettent là aussi de rendre un peu ludique, même si le sujet reste toujours un peu sombre, un peu compliqué à gérer. Ben, il faut aussi, pour comprendre un certain nombre de choses, avoir cette capacité à rendre les activités un peu ludiques. Bien évidemment, c'est une formation qui, plus elle sera au plus près de vos besoins, de vos spécificités, ben, plus elle sera effectivement intéressante, parce que adaptée, même si nous avons aussi fait le choix de proposer ce type de formation sur 2022 sur une programmation en inter-entreprise, puisque vous allez voir que inévitablement, il y a un certain nombre de sujets qui sont redondants et que l'on retrouve de toute façon dans la méthodologie d'approche, quelles que soient les situations. Alors, a priori, c'est une formation que nous, on a dimensionnée en 2 jours. Mais encore une fois, on l'adaptera aux besoins des uns et des autres dans le cas où on peut faire cette adaptation. Et puis, bien évidemment, l'air du temps se faisant, nous avons travaillé aussi sur l'adaptation de cette formation sur un schéma distanciel. Donc, si à un moment donné, vous vous retrouvez, pour X raisons, éclaté sur un certain nombre de sites ou avec des difficultés à
à voyager. Je n'ose même pas imaginer en fait des éléments plus contraignants, puisque j'appelle de tous mes voeux qu'on passe en fait un avenir sanitaire apaisé. Mais voilà, on a quand même mis en œuvre et adapté cette formation en distanciel. Donc voilà, l'ensemble de ces éléments, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander, mais l'ensemble de ces éléments seront bien évidemment disponibles sur nos catalogues respectifs. C'est avec plaisir qu'on vous accompagnera sur ces thématiques-là. J'ai le grand honneur du coup de conclure ce webinaire en disant que alors le support complet sera disponible en téléchargement sur la page du webinaire et assez rapidement sur nos sites respectifs, nos sites internet. Je voulais juste à tous et à toutes vous remercier, y compris pour les questions que j'ai vues passer sur le chat et qui montrent encore une fois qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont d'actualité pour vous. Donc merci à tous et à toutes, merci à Luc et Evelyne avec lesquels j'ai eu le plaisir à monter ce webinaire. Nicolas, oui. On va peut-être en profiter encore pour répondre de vive voix à certaines des questions qui ont été posées et pour lesquelles on n'aurait pas répondu au fur et à mesure. Peut-être d'abord une réponse à Pierre qui interrogeait sur les sujets de fusion. Alors effectivement, ce n'était pas le cœur du sujet, mais il est clair que les fusions, malheureusement, donnent souvent lieu à des ruptures de contrat de travail à court ou moyen terme parce que 1 + 1 égale rarement à 2, qu'il y a des doublons derrière, notamment de manière classique sur les fonctions support. Voilà. Et donc, oui, il y a cet aspect-là sur les fusions, mais il y a un autre aspect des fusions, et là pour le coup qui n'était pas du tout à l'ordre du jour, qui est l'impact automatique des fusions sur le statut collectif des salariés. Et donc là, c'est tout un thème important, mais autre. Sur lequel nous intervenons également. Voilà. Et évidemment, puisqu'il y a notamment tout le sujet, là encore, de la négociation. Autre question qui était posée par Frédéric sur les APC. Sur la question de garantie d'emploi. Ça peut être la logique de l'APC qui est de demander aux salariés en poste, qui est de faire des efforts particuliers en échange du fait d'avoir une garantie d'emploi. Mais si une telle garantie d'emploi n'est pas prévue dans l'accord collectif d'APC en prévoyant que pendant une certaine durée, il ne pourra pas y avoir de licenciement pour motif économique, par exemple, et ben, ça veut dire que… ou de RCC ou autre. Voilà, après, selon le choix des négociateurs, bah, ça veut dire que l'employeur est libre de rompre les contrats de travail. En tout cas, ce n'est pas une clause obligatoire dans l'APC. Exactement. D'où ça renvoie à la question de cette négociation, de l'enjeu technique de cette négociation et de vous faire accompagner au mieux dans le cadre de cette négociation. Une question de Christine sur les possibilités de rupture de contrat de travail dans le cadre de la fonction publique. Depuis quelques années, c'est mis en place la question de possibilité de rupture conventionnelle. Après, on ne rentrera pas dans le détail, ce n'était pas le Oui, et après, il y a une ordonnance effectivement de février 2021 qui permet la négociation d'accords collectifs y compris décentralisés sur des réorganisations. Pour l'instant, je n'en ai pas encore vu vraiment, mais qui ouvre la possibilité, dans ce cadre-là, peut-être à plus grande échelle, de faire des départs en rupture conventionnelle qui restent encore à l'état exprimé dans la fonction publique. Mais oui, ça se met également en place. On va voir la forme que vont prendre les nouvelles négociations collectives dans la fonction publique sur ces thèmes-là. Et quoi qu'il en soit, on est sur du volontariat. Pour l'instant. Après, il y a les contractuels. Oui, oui. Donc, c'est plus complexe, mais… On était bien sur les fonctionnaires. D'accord. Une question de Nazia sur quel est le délai entre deux restructurations. Il n'y a pas de délai légal. Après, un accord collectif peut prévoir qu'il n'y ait pas de nouvelle restructuration pendant Luc, potentiellement… Non, Luc, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Bon. Tu l'as fait exprès. Pour faire réagir. Non, faites attention. Les engagements… Déjà, au sujet de quelques années, c'est à l'occasion d'un plan de structuration économique de négocier une clause
au terme de laquelle il n'y aurait pas de nouvelle restructuration pendant 2 ou 3 ans, elle ne vaut pas grand-chose, parce qu'on peut toujours dire que la Terre s'est réchauffée, que le prix des matières premières, etc. Donc, ce n'est pas un engagement sécurisé. Autre question sur le support sera bien à disposition sur le site du webinaire et sur les sites internet respectifs Secafi et Atlante. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet et des questions. Merci à vous tous de votre écoute. Et donc, nous restons à votre disposition. Peut-être vous passer sur la toute dernière page, comme ça vous avez nos différentes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous et quoi qu'il en soit, bonne lecture du support et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.